Le café, on ne le trouvait que dans les épiceries fines. Et le papy lui mettait du charbon. Et vas-y ma fille, tourne tournicote. Là, on est parti sur un assemblage de 6 cafés. Il y a beaucoup plus d'arômes. C'est incroyable. Vous faites frémir l'eau. Ouais. Jamais bouillir, frémir. On a 85, 90. 85, c'est bien. Et puis vous mettez des rasades. Quand c'est parti, vous remettez une rasade, et ainsi de suite. Ouais. Mon grand-père, il faisait comme ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'on fait. Je le revois dans la description que vous faites. Je revois mon grand-père avec ce geste-là. Mais c'est comme beaucoup de choses, si on prend le temps de le faire, on est sur d'autres résultats, quoi. Vous en proposez combien de crus de café? Donc là, on en a une bonne. On n'est pas loin d'une vingtaine, mais il nous en manque beaucoup. C'est vous qui les torréfiez? Tout est fait sur place. Alors, et vous les faites où? C'est uniquement avec cette petite machine? Ici, sur la petite machine, en démonstration pour la clientèle et qui voyait bien que ça sort, vous voyez, je le mets directement à vendre. Ou alors, si vous avez le temps, à la suite du marché, vous pouvez me suivre sur l'atelier, sur Saint-Léger-le-Balzon, où j'ai l'atelier de transformation de café, où j'ai une machine qui est un peu plus imposante, un Samiac de 10 kg, et ça sera avec plaisir que je vous recevrai cet après-midi. Eh bien écoutez, c'est d'accord, on va vous suivre cet après-midi à Saint-Léger. À tout à l'heure alors. Eh bien à tout à l'heure, merci. Pour la pause café. Je vous présente l'atelier. Alors ici, nous sommes sur la pièce transformation de café, avec le torréfacteur, les moulins et la mise en poche. Dans cette partie-là, nous avons le stock café vert. C'est là où on va stocker tout le café vert, la pièce la plus sèche, parce que ça crée l'humidité. D'accord. Donc on a tous les pays, on a du Brésil, Colombie, Éthiopie, Costa Rica, Honduras, Guatemala, on a du Mexique, de Tanzanie, on a aussi des Robusta d'Inde et du Vietnam, et on a encore un peu de décaféiné à l'eau. La taille de grain est différente. Parce que le café de Colombie, il est dragé. Il est dragé, c'est-à-dire il est poli. C'est pour ça qu'il n'a aucune pellicule. Et il n'a pas de pellicule, il est propre et c'est de très belles fèves. Ici, on est sur un Brésil de la région Sul do Minas. Ouais. Ici, on a un Honduras bio et équitable. D'accord. Mis à part Éthiopie, on a beaucoup ici pour l'instant de l'Amérique du Sud. Oui. Toujours. Là, toute l'Amérique du Sud est là. Toute l'Amérique sauf celui-ci, Éthiopie. Parce que celui-là, je le mets à part de l'Irgachefe pour ne pas les mélanger. L'Irgachefe, c'est un mocha d'Éthiopie, de la région de Sidamon, mais d'altitude. D'accord. C'est un café un peu prestige quand même. Ça veut dire que celui-ci, il est destiné plus au mélange. Voilà, pour les assemblages. Des assemblages, alors que celui-ci... L'Irgachefe se fait tout seul. D'accord. Voilà. Ici, on a du Mexique bio, organique. Ouais. Là, on va avoir du Tanzanie. D'accord. Ici, on a un Congo. Et là, on en a deux autres, des Congos. Congo qui vit au bord du lac. Afrique. Afrique. Pas des Robusta. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais vous... La question. Les Robusta, on en a ici. C'est surtout de l'Inde. On le voit d'ailleurs à la couleur. À la couleur des grains. On est sur de l'Inde et du Vietnam. Le café est principalement produit dans la ceinture équatoriale. Dans le top 3, il y a d'abord le Brésil, qui est le premier producteur mondial de café, avec 80% d'Arabica et 20% de Robusta, suivi du Vietnam, qui produit majoritairement du Robusta, et de la Colombie, qui produit principalement de l'Arabica. Les autres pays producteurs de café sont le Honduras, le Mexique et le Guatemala avec majoritairement de l'Arabica, l'Indonésie et l'Inde qui produisent principalement du Robusta, sans oublier l'Éthiopie, berceau de l'Arabica, et le Costa Rica qui ne produit que de l'Arabica car une loi interdit la culture du Robusta. Le café Arabica et le café Robusta sont les deux principales espèces de café cultivées dans le monde. Le Robusta pousse à basse altitude, entre 0 et 800 mètres, principalement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Il est plus résistant aux maladies et aux conditions climatiques difficiles. L'Arabica, lui, se cultive en altitude, entre 600 et 2000 mètres, principalement en Amérique latine, Afrique de l'Est et Asie. Plus fragile, il nécessite un climat frais et humide, rendant sa culture plus exigeante, d'où un prix plus élevé que le Robusta. L'Arabica a une teneur en caféine de 0,8 à 1,5%. Il a une saveur douce, aromatique
et légèrement acidulé, avec des notes fruitées et florales. Il est très prisé pour les cafés de spécialité et les expressos doux. Le Robusta, avec sa teneur en caféine de 1,7 à 3%, a un goût plus corsé et amer, avec des notes terreuses et de noisettes. Il est souvent utilisé dans les assemblages et les cafés instantanés, ou pour donner plus de corps et de crème aux expressos. Donc là, on est sur du Robusta. Robusta, est-ce que vous faites là aussi du mélange? Voilà, c'est que pour les assemblages. Et quand vous faites des assemblages uniquement sur deux crus ou vous pouvez faire des armes en on plat? peut aller très loin, Là, j'en ai un où il y en a 6. 6 assemblages. 6 provenances. 6 provenances. Et vous restez toujours, quand vous faites ces assemblages, sur des provenances d'une même région ou vous allez carrément... Je vais plutôt chercher les arômes et les parfums, les spécificités de chaque café pour obtenir ce que je veux au final. Donc si c'est une épicerie fine, je vais chercher le côté épicé dans les cafés, quelque chose de subtil. Il y a quelques années de ça, je servais le pressoir à Bordeaux, c'était du cidre, et j'ai cherché un café presque pétillant. Vous voyez, voilà, on cherche des petites notes comme ça de goût et de parfum et de spécificité de chaque café. Et à moi de faire les assemblages et après de trouver le bon pourcentage pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne sur l'autre. D'accord. Donc là, par exemple, la Rose des Cafés, c'est mon premier assemblage que j'ai créé pour moi et qui porte le nom de l'entreprise. Ouais. J'ai voulu un café très aromatique, très doux Oui. et avec une longueur en bouche très intéressante. Bien. Donc par rapport au café que je connais, je vais prendre un peu de ça, un peu d'ici, un peu de là, je vais faire ma petite recette et je vais faire mes essais et après je vais affiner avec les pourcentages ou en enlevant et en rajoutant un autre café. Qu'est-ce qui va faire qu'on a un café fort, un café doux, un café amer? Alors il va y avoir plusieurs facteurs. Déjà, il va y avoir le café par lui-même. Il y a des cafés qui sont très puissants, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus légers, il y en a d'autres qui sont plus aromatiques, il y en a d'autres qui sont très longs en bouche, il y en a qui sont, nous, ce qu'on appelle fruités, pas acides. On ne vend pas de l'acide, on vend du... D'accord. Voilà. Par exemple, le Lirgachev, c'est un café d'altitude qui est très fruité, avec ce côté un peu acide, mais que les gens aiment bien. C'est pas un défaut. Et après, pour la force, la torréfaction est très importante. Plus on a un café blond, ce que nous on appelle blond, c'est très peu torréfié, on va avoir un café plus sur l'acidité. Plus on va le griller, plus on va partir sur la puissance et l'amertume. D'accord. Mais c'est pas un défaut non plus, il y a des gens qui aiment bien. Moi j'aime bien les vieilles récoltes, entre guillemets, c'est pas des récoltes de 10 ans, c'est des récoltes de l'année dernière ou de l'année d'avant. D'accord. Parce que le café va se développer, il va avoir pour moi, il va rendre beaucoup plus qu'avec une récolte fraîche. Et d'ailleurs, de plus en plus, on retrouve maintenant des sacs en plastique, c'est-à-dire que le café est dans un sac en plastique pour être protégé, pour pas que l'humidité s'en aille. Donc voilà. Et ensuite, pour les cafés forts et doux, il y a aussi le mode d'infusion qui est très important. C'est-à-dire, suivant le type de machine, vous aurez un café pour le même café, vous aurez un café qui sera plus fort qu'un autre, suivant le type d'infusion. D'accord. Il y a combien de crus et il y a combien de variétés? Je ne pourrais pas vous dire le chiffre. Pour vous dire, on a un petit guide, entre guillemets, qui a un petit surnom gentil. C'est le Petit Jobin ou la Bible du café. Ouais. C'est un livre qui répertorie tous les cafés du monde et qui est mis à jour tous les 5 ou 6 ans. D'accord. Donc ça, c'était dans une alimentation, une épicerie, parce qu'avant, le café se vendait, mais c'est ce que je veux dire, on revient à l'ancien temps un petit peu. Là, il faut que le café redevienne une épice, quelque chose de moins courant et moins banal qu'aujourd'hui. Et malheureusement, le prix du café va faire que ça va arriver. Donc le café, on ne le trouvait que dans les épiceries fines. Et chaque alimentation avait un torréfacteur. Là, si vous voulez, on a le même en plus petit. Vous allez voir que c'est une boule dedans. Ça, c'est un ami antiquaire qui l'a trouvé, il m'en a fait cadeau. Ah oui. Vous voyez, c'était une boule où il y avait le café dedans, par l'intermédiaire de la trappe. D'accord, donc on mettait le grain de café à l'intérieur. Voilà, on mettait quelques charbons là. D'accord. Généralement, d'après ce qu'on m'a dit sur les marchés, c'est les jeunes filles qu'on mettait au bord de la cheminée. Et le papy, il mettait du charbon. Et vas-y ma fille, tourne, tournicote. Et on tourne ça comme une broche. Vous voyez, ça a gardé les mêmes termes aujourd'hui, même si ça y ressemble plus.
là où vous vous fournissez, il y a le catalogue entier. Oui, je reçois les cotations en bourse toutes les semaines. Parce que bien sûr, le café, c'est pour ça que ça va très mal aujourd'hui, enfin, pour moi. Mis à part le climat, le contexte mondial, etc., géopolitique, il y a aussi que le café, c'est le deuxième produit agricole après le blé, qui est coté en bourse. Donc là, le café, en ce moment, est parti en flèche. Donc tout ça, c'est suivi par mon négociant en café vert, qui m'envoie les cotations en bourse et les nouvelles dans les pays qui sont un peu le niveau du café en bourse, c'est-à-dire le Brésil pour les Arabicas et le Vietnam pour les Robusta. Alors le Robusta, c'est la bourse de Londres, et pour les Brésil et les Arabicas, c'est la bourse de New York. Et on passe donc maintenant à la partie torréfaction. Donc j'avais mis déjà le plus complexe en plus. Vous voyez comme il y a différentes origines, il y a différentes couleurs. Donc là, vous avez pris vos quantités de café vert. Vert. Vous les mettez directement Dans l'entonnoir qui est là. Dans l'entonnoir. Et là, on va le descendre avec la guillotine. Excusez-moi, préalablement, est-ce que vous avez mélangé avant? Non. Ça va tourner pendant 17 à 18 minutes. Et après, ça va tourner encore ici pendant un bon quart d'heure. Donc ça descend dans l'entonnoir. Ici, vous avez un tambour comme une machine à laver. D'accord. Qui va brasser le café. Sinon, tout ce qui est en contact avec le métal va brûler. Il faut qu'il soit continuellement brassé. D'accord. À quelle température? On monte à peu près à 200. Ici, si vous pouvez faire le tour. Ici, vous avez les températures. Alors, il y a deux températures. Il y a l'air chaud. Là, on va monter à 240 à peu près. Et ici, on a la température qui est prise dans le boiler. Et là, on va monter à 180, à peu près 190. À quelle température il éclate? Est-ce qu'il éclate Il éclate. Il ne va pas éclater. On va dire que jusqu'à les trois quarts, il va juste commencer à cuire. Et il va exploser après les trois quarts du temps. Donc, on va dire trois quarts, ça fait à peu près les 5 dernières minutes. D'accord, ça fait 5 dernières minutes dans le tambour. Ouais, à peu près. Est-ce que ça, vous l'entendez? Des fois, il chante. Des fois. il chante. Est-ce que c'est spécifique à une origine? Non, c'est spécifique à la température. Quand il chante, c'est quand il craque. On entend crépiter. Ouais. Et là, on dit qu'il chante. Et là, il ne faut pas de bruit, il faut écouter. Il faut écouter. Et en termes de cuisson, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on est sur la fin, presque. Quand il commence à craqueler et à sentir bon, on se rapproche du torréfacteur et on le surveille avec la sonde. La grosse différence qui va se faire entre les couleurs, c'est surtout l'Arabica et le Robusta. L'Arabica, le Robusta va prendre beaucoup plus de mal à se torréfier. D'accord. Là, simplement, j'ai l'impression, dans ma tête, ça donne une odeur de chocolat. Je trouve que le chocolat... Chocolat, noisette, un peu de pain grillé. Oui, c'est incroyable. Alors, le café, il va falloir qu'il dégaze pendant 24 à 48 heures. Donc, si vous prenez une boîte où il y a eu du café enfermé, comme dans mes tuyaux, vous ouvrez, vous allez avoir toutes ces odeurs qui vont ressortir. On peut essayer là. Pardon. J'en ai fait un peu l'autre jour pour faire quelques bureaux. On va voir si ça sent. Ah oui, effectivement. Ouais. Hein? C'est parce que le café, il lui faut 24 à 48 heures pour qu'il dégaze, pour qu'il soit très bien. Autrement, ça lui donne juste un petit goût paillé dans la tasse. Hein? C'est pas non plus méchant. Ça veut dire que là, après avoir torréfié, vous le mettez dans ces conteneurs? Voilà, je le mets parce que pour travailler, pour préparer des poches, pour aller livrer des bureaux, des restaurants, etc. D'accord. Donc, et là, vous le laissez 48 heures à peu près? Ou pas. Parce que moi, si je le laisse dans la poche, ça revient au même. Il va dégazer quand même. Donc, vous voyez là, les canettes très uniformes pour 6 sortes de café. Ah ouais, là, on voit quand même qu'il est un peu plus clair. Voilà, c'est le Robusta. C'est le Robusta. Et là, c'est de l'Arabica. Voilà, tout ça, c'est des Arabicas.
Là, on est parti sur un assemblage de 6 cafés. D'accord. Là, vous avez du Brésil, la région Solovinac. Vous avez de l'Éthiopie, du Lecanti. Vous avez du Colombie. Les plus belles fèves, c'est le Colombie. Ensuite, vous avez du Congo. Et j'ai mis les 2 Robusta. De l'Inde et du Vietnam. Ouais. J'ai construit à la base la Rosé Café avec mon expérience de salarié. Et suite à ça, il y a des gens qui l'ont trouvé un peu trop doux. Donc cet assemblage, je l'ai corsé un peu en mettant un peu de Robusta. Donc là, on est sur une base de 30% de Robusta, 70% Arabica. D'accord. Et c'est le même assemblage, mais avec du Robusta en plus que la Rosé Café. Et chaque torréfacteur fait un peu comme il veut, et suivant le mode d'infusion. Si on est plus en Amérique du Nord, ou même dans le nord de chez nous, on va avoir une torréfaction plutôt blonde, parce que l'infusion va être totalement différente. Si on est plutôt dans le sud, comme en Italie, Espagne, ou chez nous, même au Portugal, on a une torréfaction un petit peu plus foncée. Parce qu'on va extraire le café différemment. On ne va pas boire des bols de café, on va boire des tasses, des espressos, cafetière italienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et en Italie, c'est encore pire parce qu'ils ont des torréfactions spéciales à eux. Et eux, ils disent rien. Ils cachent tout. Quand on dit qu'un café est poivré, est-ce que ça veut dire que vous mettez un peu de poivre dans le café? Non. Non. Alors quand on parle de chocolat, de noisettes, c'est des sensations ressenties. C'est pas des choses qu'on rajoute. Sinon, c'est plus du café. Mais c'est plus du café, voilà. Voilà, on va être plutôt sur le Tanzanie, on va être plutôt cacaoté. Sur le Brésil, on va être plutôt noisette. Le chocolat, ça sera beaucoup les Africains. Costa Rica aussi, c'est très rond comme le chocolat. Vous voyez, le fruité, ça va être l'Irgacheffe, le Congo. L'épicé, ça va être le Papouasie, Nouvelle-Guinée. Je me suis fait plaisir une année pour remercier tous mes clients et pour moi aussi. Il y a quelque chose que je voulais goûter absolument dans ma vie, c'est un café du Yémen. Et je ne me rappelle plus le prix aujourd'hui parce que bon, il n'y a pas d'intérêt. Et je me suis fait plaisir, j'ai acheté un sac du Yémen et je l'ai laissé à 1 € la tasse sur le marché. C'est-à-dire que les gens ont pu boire un café exceptionnel, pour moi un peu l'origine du café, pour à peine 1 €. Vous voyez, c'est quand même sympa. Est-ce qu'ils sont revenus, vos clients? Eh bien, j'ai dû racheter un autre sac. J'ai dû racheter un autre sac parce que, ben voilà, c'est tout. Ça a bien marché, les gens étaient contents. On a fait un partage. On a fait un partage, c'est vrai que c'était quand même un café déception. Ça fait 10 ans que vous existez, 14 ans. 14 ans que vous existez. Et je suis rentré, j'étais 25 ans salarié dans une torréfaction bordelaise. Donc j'ai commencé comme technicien, parce que moi à la base je suis électromécanicien. Donc moi je répare les machines à café. J'installais, je réparais les machines à café dans cette entreprise. Et puis petit à petit, avec les années, on a fait la vendeuse, on a fait le livreur, on a fait le torréfacteur. Voilà. Et au bout de 25 ans, je me suis mis à mon compte. Et vous avez commencé à vendre sur les marchés directement? Sur les vides-greniers et les marchés. Après, la famille m'a aidé aussi. C'était mes premiers clients. Et puis petit à petit, voilà, quoi. On a grossi. Et puis aujourd'hui, on est bien. Tous les types d'infusions sont différents. Ça va donner un résultat différent au niveau de la tasse. Le goût sera toujours là, mais ça, on va jouer sur la puissance, la méthode d'extraction. Là, on va extraire le café. La méthode à piston, c'est un peu comme les Éthiopiens, ça va être une infusion. La cafetière italienne, c'est pareil, on va passer à travers le café, c'est différent. Vous voyez, le café turc, méthode turque, on fait bouillir de l'eau avec le café et après on boit du marc et de l'eau. Et il faut un peu adapter la torréfaction à ce mode d'infusion. Mais on va jouer sur la mouture. Un filtre papier, on sera sur une mouture assez fine. Ensuite, vous avez le filtre, l'espresso. Ensuite, il y a aussi le moyen, ça va être pour les machines italiennes et à piston. Vous voyez, suivant le type d'infusion, on ne va pas faire la même mouture. Après, moi, je le présente sur le marché. J'ai des bacs. D'accord. J'ai plusieurs bacs. Les gens, et je le garde tout en grain. Les gens ils viennent, ils me demandent du café, je demande si c'est moulu ou en grain. Si c'est moulu, quel type d'infusion ils font. Et suivant le type d'infusion, on va régler le moulin pour avoir la mouture la plus adéquate au mode d'infusion. Et tout ça, ça va jouer aussi sur la force du café. Les techniques ont beaucoup évolué, mais les machines existaient déjà, mais elles n'étaient pas à la portée de tout le monde parce qu'elles étaient très chères. Et c'est Saïco, le précurseur,
Saeco qui est le précurseur des machines automatiques pour le particulier. Les deux machines qu'il y a là-bas, elles sont à moi. Il y en a une à ma sœur et une à moi. Ces machines-là ont plus de 19 ans. Et elles marchent encore. Et on est parti sur des machines après avec des moulins à meule en céramique pour le bruit, donc différentes. Et là, sur les machines modernes, on est revenu à l'ancien système. Des meules en acier avec un réglage de volume et non pas un temps de mouture. Parce que le problème, c'est qu'avec des petites machines, comme vous avez vu devant là-bas, ou des nouveaux modèles comme De'Longhi, tout ça, on va régler un temps de mouture. C'est ce qui va déterminer la dose. Mais ce qu'ils ont oublié, que suivant le café, qui est plus ou moins sec, suivant les meules qui sont plus ou moins fatiguées, voire même le calibre du café, puisque c'est une vis sans fin qui vient chercher le café pour le mener aux meules, on aura plus ou moins de café dans le même temps de mouture. Donc ça, c'est pas bon du tout, parce que ça va jouer sur le goût du café. Donc il y a des gens, vous avez un excellent café comme le Nicaragua ou le Colombie avec de très belles fèves, on va dire oh, le café n'a pas de goût. Et oui, parce qu'il n'y a pas la dose. Parce que la vis sans fin n'a pas pu prendre tout ce qu'il fallait au moment voulu. Alors que là, on est parti sur des machines comme ça, où on va régler un volume. Donc il va y mettre plus de temps, mais on aura toujours la même dose. C'est le café que vous avez torréfié. Alors vous voyez, quand je le sens là, Oui. je trouve qu'il a pour moi une légèreté. Je dirais presque, je le sens, pour moi il manquerait de puissance. Parce que mon goût, j'aime bien le café assez puissant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très sujet à la personne. Fort, doux, ça veut rien dire. Ça dépend des gens. Alors je vous l'ai fait un petit peu plus court parce que vous le trouviez léger. Et en plus il a dégazé. Et regardez la hauteur de la crème. La crème, oui. Il y a beaucoup plus d'arômes. Pour moi, il est aromatique ce café. Ah oui. Un peu noisette derrière. Enfin, j'ai l'impression, ça donne un mélange très particulier, mais subtil. Ah, c'est incroyable. Alors là, par contre, vous êtes quand même sur un très haut de gamme. C'est justement l'Éthiopie Irga Shefe. C'est un sidamo d'altitude. Et ce que vous disiez, très complexe, fruité. Ouais. Et vous allez voir, ça reste en bouche très très longtemps. Mais déjà, je le ressens. Et ça n'a rien à voir avec le nez. C'est ça qui est impressionnant. On a quand même, enfin moi je ressens dès le départ une pointe d'acidité. Ce qu'on appelle fruité. Fruité, et ensuite qui va effectivement se répandre dans le palais, sur la langue, et qui va rester beaucoup plus longtemps en bouche que le premier. Ouais. C'est une expérience très enrichissante, à la fois dans la découverte du métier, hein, depuis le café en grains verts jusqu'à sa torréfaction et en passant par sa dégustation. C'est vrai que ça permet de pouvoir comprendre un peu mieux à la fois votre métier, à la fois également qu'est-ce qui justifie le prix d'un paquet de café et de ces différents crus et surtout de ce plaisir, parce que là ça devient un plaisir. Bien sûr. C'est ça qui il faut que ça reste, il faut que ça revienne. Voilà. Malheureusement, comme on disait, on a beaucoup de problèmes de café, c'est ce qui fait monter beaucoup les prix. Et ça devient de plus en plus cher, entre guillemets, mais ça nous fait revenir un peu en arrière, où justement cette boisson doit redevenir un plaisir. Et là, à la limite, le prix, on en boira moins, mais on boira quelque chose de bien et de bon. Ouais. On en revient également, si on fait un parallèle. Au chocolat. Au chocolat. C'est pareil. Ouais, exactement. Au lieu de s'enfiler une tablette de chocolat, on en mange un ou deux, et on se fait beaucoup plus de plaisir.